Je suis donc, comme je le disais, Thierry Langou, hypnothérapeute à Courseulles-sur-Mer, et il arrive parfois que je rencontre des gens en cabinet qui auraient tout pour être heureux, mais qui en fait le sont pas. Ça m'est arrivé plein de fois de recevoir quelqu'un qui me dit effectivement, je suis marié à un homme qui m'aime à peu près, ce qui est déjà pas mal pour un homme, vous me direz. J'ai des enfants, ça va à peu près, ou mes études, ça va à peu près, mais je suis pas heureuse ou je suis pas heureux dans ma vie, quoi. Ce qui manque à cette personne, la plupart du temps, c'est quoi finalement? Ce qui manque, c'est un peu de connaissance, je dirais. Un peu de connaissance, vraiment. Il y a des choses qu'on nous a pas dites durant l'enfance, il y a des choses qu'on n'apprend pas à l'école, il y a des choses que les parents nous apprennent pas. Il y a plein de moments où on aurait besoin de ces connaissances pour aller bien dans notre vie. Finalement, on cherche tous le bonheur d'une certaine manière. Chacun a son sens qu'il donne à ce mot-là. Mais il y a plein de gens qui recherchent le bonheur, mais sans savoir vraiment comment ils le définissent finalement. On cherche le bonheur dans notre couple, ou on cherche au moins un minimum de plaisir ou d'intérêt dans notre couple. Parfois, on se dit que le couple, c'est être amoureux, mais finalement, définir vraiment ce que c'est que l'amour, le couple, est-ce que ça dure pas? Il y a plein de gens qui se disent le prince charmant n'existe pas, mais au final, il y a toujours une petite partie dans leur tête qui se dit que ça serait bien quand même que ça existe, quoi. Et donc, en fait, dans nos attentes dans la vie, dans notre manière de voir les choses, dans notre manière de voir le monde, eh bien, parfois, on manque de connaissances, simplement, pour pouvoir appréhender le monde, les autres, nous-mêmes, d'une manière qui puisse faire sens et d'une manière qui puisse nous rendre un peu plus heureux que ce qu'on est en général. Eh bien, ce sont une grosse partie de ces connaissances-là que j'explique beaucoup en cabinet, que j'ai regroupées dans le livre que justement je voulais présenter ce soir. Je vais pas en parler énormément, je vais juste donner quelques petites connaissances qui sont dedans, que j'ai appelé développement personnel pragmatique, parce que on entend beaucoup de développement personnel du style il y a une énergie qui permettrait d'aller bien dans sa vie, ce serait formidable. Moi, je crois pas trop à tout ça. Je crois qu'en général, la meilleure énergie, c'est celle qu'on a, celle qu'on développe soi-même, dans nos connaissances justement, mais aussi bien sûr dans nos actions. Et donc, développement personnel pragmatique, c'est un livre que j'ai écrit en 3 ans à peu près, et qui se veut regrouper sur de très nombreux sujets un certain nombre de choses que l'on devrait tous savoir. Et donc, il y en a certaines que je vais développer ce soir avec vous. Ça va pas durer très longtemps, peut-être une demi-heure pendant laquelle je vais parler. Vous pouvez m'interrompre si vous voulez à certains moments, bien sûr. S'il y a des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre après. Et puis, si certains veulent acquérir le livre, vous pouvez l'acquérir après évidemment. Si on parle de développement personnel, si on parle de connaissances, la connaissance déjà, enfin l'une des connaissances qui est la plus importante à avoir, on pourrait dire, c'est déjà comment fonctionne notre cerveau. On en a tous un, même les hommes. Ce soir, décidément, je sais pas ce qui m'arrive, mais non, c'est parce que ma femme est là, c'est pour ça. Sinon, j'aurais jamais dit ça. On a tous un cerveau qui fonctionne à peu près, mais on est nombreux à pas savoir l'utiliser réellement. Frédéric parle beaucoup de permis de cerveau, comme s'il fallait effectivement, comme passer le permis de voiture, passer un permis de cerveau. Pour ça, là aussi, j'aimerais raconter une anecdote qui m'a pas mal touché il y a quelques années. Je recevais une dame qui venait dans mon cabinet pour perdre du poids. Effectivement, elle faisait un certain poids. Et cette dame elle-même me racontait une histoire. Donc, je vais vous raconter une histoire dans l'histoire. C'est pour vérifier ceux qui ont trop bu ou pas déjà. Ceux qui ont trop bu seront déjà largués dès que j'ai commencé. L'histoire dans l'histoire, c'est la suivante. Cette dame me disait, samedi passé, j'étais avec mon mari dans la voiture. On allait au restaurant. Je me suis dit dans la voiture, me disait-elle, vous allez voir, ça vous est tous arrivé un truc comme ça. Je me suis dit dans la voiture, ce soir, je vais prendre juste un petit poisson avec un déca et je vais pas prendre la petite connerie avec le café, m'avait-elle dit. Elle a continué en me disant, vous savez ce qui s'est passé? Moi, dans ma tête, je me suis dit, oui, je me doute de ce qui s'est passé. Je suis arrivé au restaurant, la partie de moi raisonnable, elle a foutu le camp à perpète les galettes après l'apéritif. Et puis, en réalité, j'ai pris le menu le plus complet et puis j'ai pris, me disait-elle, un café gourmand. Eh bien, ça, je ne veux plus. Cette dame a découvert un truc que nous connaissons tous, que nous savons tous sans l'avoir vraiment nommé, c'est-à-dire que parfois, il y a une partie de nous qui veut quelque chose, et puis il y a une partie de nous qui veut exactement l'inverse. Des fois, on se dit qu'on se bat contre soi-même, mais se battre contre soi-même, à un certain niveau, c'est finalement perdre quelque chose. Or, on nous a appris que ça pour la majorité d'entre nous, peut-être moins les jeunes gens qui sont là, qui ont une éducation un peu différente, peut-être des gens qui ont passé ne serait-ce que la trentaine ou la quarantaine,
éducation qui a souvent été un petit peu plus stricte peut-être que ce qu'on a aujourd'hui, souvent un peu plus souple, encore une fois, ce sont que des généralités. Mais quoi qu'il en soit, on a bien deux modes de fonctionnement dans notre cerveau. Un mode de fonctionnement, j'aime bien mimer avec les mains ici, comme je fais souvent en cabinet, un mode de fonctionnement réfléchi. C'est la partie de nous qui sait que la cigarette, ça coûte un barail de poumon. C'est la partie de nous qui sait qu'il ne faut pas manger toute la tablette de chocolat ou tout le paquet de gâteaux. C'est la partie de nous qui sait qu'il ne faut pas trop boire à une soirée. Mais on a aussi une autre partie. La partie qui a envie de manger toute la tablette de chocolat, qui a envie de fumer, qui a envie de plaisir. Et cette partie-là, de nous, on nous a appris souvent à la brimer, à la repousser, à l'ignorer, alors que cette partie-là, elle a son intérêt et elle est très très importante, bien sûr. On nous a pas donné beaucoup d'outils pour travailler avec ces parties-là. Au contraire, durant l'enfance, souvent, on nous a identifié à cette partie-là. C'est-à-dire, on nous a dit, tu dois te maîtriser, tu dois te contrôler, tu dois réussir à te contraindre. Mais en réalité, c'est difficile de se contraindre. Cette partie-là, notamment, la partie inconsciente, on pourrait dire, même si le terme est impropre en réalité, mais c'est la partie de nous automatique, celle qui crée des choses toute seule. Cette partie-là, elle va créer nos émotions. Quand on est amoureuse ou amoureux de quelqu'un, des fois, on sait que cette personne nous a refusé, ou on sait qu'elle nous fait souffrir. Mais celle-là est amoureuse, ou amoureux. Il nous arrive des moments où on est en colère. C'est cette partie-là qui va créer la colère. Moi, j'aimerais bien ne pas être en colère. La seule chose que je peux faire éventuellement, si tout va bien, c'est éviter d'étrangler la personne d'en face. J'imagine qu'à tous, ça vous est arrivé. Mais par contre, enlever la colère, je sais pas le faire. Si à un moment donné, je suis anxieuse ou anxieux, c'est pas de ma faute. Ça surgit comme ça. J'ai bien envie, moi, de ne pas l'être. Je peux éventuellement réussir à essayer de me dire, tout va bien aller, ça va bien se passer. Vous savez bien, tous et toutes, que ça ne fonctionne pas si bien que ça. Et donc, c'est important de savoir déjà qu'on est dual. On a ces deux parties-là. Et savoir comment elles fonctionnent un peu. Savoir aussi, surtout, que ces parties-là ont des besoins qui sont complètement différents. En réalité, les besoins de cette partie-là, ma partie irrationnelle, on pourrait dire, ce sont des besoins qui sont très liés à mon éducation. C'est des besoins comme, j'ai besoin de cocher des cases, j'ai besoin d'avoir tel niveau de rémunération, une femme, tant d'enfants, tel type de métier. Voilà, ça va être un peu ça. Je vais cocher des cases. Mais de l'autre côté, c'est une partie qui est la partie humaine de moi, on pourrait dire. La partie qui a envie de vivre, la partie qui a envie de plaisir, la partie qui a envie de s'épanouir, la partie qui a envie de plaisir, de rien faire parfois aussi. Rester dans le canapé pendant que cette partie-là dit « tu devrais aller faire un jogging quand même ». Vous connaissez ça, non? Tu devrais aller faire un jogging. Non, je vais scroller sur le téléphone. Et donc, on se combat l'un et l'autre. En général, quand on comble tous les besoins de cette partie-là, c'est le moment où on se dit « j'ai tout pour être heureux dans ma vie, mais en fait, je le suis pas. Je le suis pas parce que cette partie-là a l'instant de besoin qu'on néglige bien souvent, malheureusement. Parallèlement à ça, en plus, non seulement cette partie-là a ses besoins particuliers, mais elle fait un paquet d'erreurs, et j'en parle beaucoup dans le livre, parce que si on connaît pas les erreurs, les bugs que notre cerveau fait, on a plus de mal à prendre des décisions éclairées et à rentrer en contact avec nous-mêmes et avec les autres. On parle de biais cognitifs ici, vous connaissez probablement le terme biais cognitif, et probablement vous en connaissez certains. Il y en a un, moi, qui m'interpelle beaucoup de biais cognitifs. Il y en a deux dont je voudrais vous parler ce soir. Pour l'un d'entre eux, il y a une petite histoire qui est intéressante. Donc les biais cognitifs, vous aurez compris, c'est les bugs de notre cerveau, d'accord? C'est les moments où on réfléchit mal, les moments où notre impression n'est pas conforme à la réalité. Alors, il y en a j'en ai un que j'aime bien. 1995, il y a un mec aux États-Unis qui va attaquer une banque, le visage découvert. Et ce gars-là, évidemment, se fait arrêter par les flics quelques temps après. Et interrogé par la police, il dira qu'il s'est enduit le visage de citron parce qu'il était persuadé que les caméras le verraient pas. Vous connaissez cette histoire d'encre invisible au citron que l'on pourrait voir si c'est écrit sur un papier avec une lampe particulière. Ce gars-là, lui, avait été persuadé qu'en fait, il pouvait s'enduire le visage de citron et donc paraître invisible aux caméras. Et il y a des psychologues américains, Dunning et Kruger, David Dunning et Justin Kruger, qui se sont posé la question, mais comment est-ce qu'on peut être aussi bête? Bon, j'imagine qu'étant psychologue, ils n'ont pas formulé ça comme ça. Ils ont formulé ça comme comment peut-on avoir aussi peu de connaissances sur la chimie, l'électronique, les caméras et le citron,
et avoir autant confiance dans son manque de connaissances pour aller attaquer une banque, ce qui est quand même terrible, quoi. Et en fait, ils en ont sorti une théorie qu'on appelle la théorie de Dunning-Kruger, qu'on appelle aussi la théorie de surconfiance, qui montre, et ça vous le savez toutes et tous, qui montre que parfois quand on a très peu de connaissances, on a très confiance dans ses connaissances. C'est, et vous l'avez rencontré plein de fois dans les dîners de famille, c'est les gens qui vont discuter de l'Europe sans jamais avoir lu aucun bouquin sur l'Europe. C'est les gens qui vont vous dire que, évidemment, Poutine, c'est lui qui est le plus horrible ou que c'est, au contraire, nos amis ukrainiens qui sont les plus horribles, sans jamais avoir lu un bouquin de, voilà, sur ces pays-là. Ce sont les moments où, pendant le Covid, tout le monde savait mieux que tout le monde ce qui se passait, alors qu'en fait, les gens n'avaient aucune connaissance à part ce qu'ils avaient entendu sur une télévision ou une chaîne YouTube, en réalité. Donc, moins on a de connaissances sur un sujet, et plus on va avoir confiance dans le peu de connaissances que l'on a, évidemment, et c'est normal, c'est parce qu'en fait, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Voilà un biais cognitif qui est important. Si je ne sais pas ce que je ne sais pas, comment je peux progresser, en réalité? À moins que je puisse me dire, je suis probablement dans un biais, je pense que je sais, mais en fait, probablement, j'ignore plein de choses. C'est déjà une connaissance importante à avoir, à mes yeux en tout cas. Il y a d'autres biais cognitifs beaucoup plus fréquents au quotidien, je pourrais dire. Le biais qui consiste, par exemple, lorsque quelqu'un nous coupe la route sur un rond-point, à le traiter de tous les noms d'oiseaux et à se dire qu'il est fou ou qu'il est irresponsable, alors qu'en réalité, cette personne a juste fait une erreur de conduite. Si quelqu'un me coupe la route sur un rond-point, la seule chose que je peux en déduire, c'est que cette personne a fait une erreur de conduite. Peut-être qu'elle était pressée, peut-être qu'elle a fait une erreur. Ça nous est tous arrivé de faire une erreur de conduite. Mais pourtant, très vite dans ma tête, je vais dire, il est fou, il est irresponsable. Ou elle est folle, elle est irresponsable. Probablement, d'ailleurs, je vais probablement dire, elle est folle et irresponsable. Pour une fois, je tape sur les filles. Et donc, en fait, en faisant ça, je suis victime d'un biais qu'on appelle le biais d'attribution, qui est qu'en fait, je vais plus favorablement attribuer une situation au trait de caractère de quelqu'un, à la personnalité de quelqu'un, plutôt qu'au contexte, ou plutôt simplement qu'aux faits. Eh bien, des biais cognitifs, il y en a près de 150. Et c'est très étudié par les sciences sociales, c'est très intéressant de les connaître, et surtout, ça permet d'être un peu plus humble, parce qu'au bout d'un moment, on se dit, mais ce que mon cerveau inconscient me dit, mes premières impressions, souvent, il faut les remettre en question. Je ne sais plus quel philosophe disait, l'intelligence, c'est être capable de penser contre soi-même. Et je trouve cette phrase assez juste, en réalité. Tout ça est aussi en lien avec notre éducation, bien sûr. Là, je parle de choses qui sont les fonctionnements de notre cerveau, mais il y a toute une partie aussi de nos problèmes, de nos difficultés de vivre dans la vie d'aujourd'hui, qui viennent, bon, il faut bien se l'avouer aussi du contexte actuel, qui est difficile, hein, quoi qu'il en soit, mais aussi qui viennent de notre éducation. Dans notre éducation, on nous aura beaucoup plus éduqués pour être adaptés à la société dans laquelle nous vivons, plutôt que pour être heureux. Et en réalité, c'est même un choix éducatif que nous devons faire face à nos enfants. Est-ce que je les éduque plus pour être adaptés parfaitement à la société, ou est-ce que je les éduque pour être heureux? Et malheureusement, parfois, ça va l'un contre l'autre. Et ce n'est pas si facile de trouver le juste milieu de ça. On nous aura beaucoup éduqués avec l'idée de faire des efforts, avec l'idée dépêche-toi, sois fort, contrôle-toi, on n'attend que toi, ce genre de choses. On nous aura pas beaucoup dit, pour beaucoup d'entre nous, enfin imaginez qu'on nous ait dit depuis longtemps, depuis toujours, imaginez qu'on nous ait dit le monde est plein d'opportunités, la plupart des gens sont gentils, tu seras toujours en sécurité parce que ta famille sera toujours là pour toi. Tu t'en sortiras toujours. S'il y a un problème, la plupart du temps, c'est pas contre toi. Si on nous avait toujours dit ça, les parents, les films qu'on a vus, les professeurs d'école, si on nous avait toujours dit ça, quel état d'esprit on aurait aujourd'hui? Ben, probablement, on n'aurait pas les mêmes croyances sur le monde, sur les autres, sur soi. Eh bien, ça, ce sont des choses importantes, c'est des choses qu'on peut remettre en question adulte, en réalité. Une fois qu'on connaît ça, une fois qu'on creuse un peu là-dessus, ben, on peut se remettre en question profondément et se dire, mais au final, ces connaissances-là, ces croyances-là, est-ce qu'elles sont encore utiles pour moi aujourd'hui? Probablement pas. En tout cas, une partie d'entre elles. Parlons un peu, sans transition parce que j'en ai pas, parlons un peu des émotions.
Dans notre éducation aussi, on nous a souvent appris à masquer nos émotions, plus ou moins. Quand on nous dit sèche tes larmes pourquoi? En réalité, on nous dit sèche tes larmes parce que ça dérange l'adulte. Quand on nous dit n'aie pas peur, j'ai une anecdote que j'aime bien raconter à ce propos. Je regardais un jour Super Nanny avec ma femme justement, je crois. Et donc Super Nanny, vous connaissez le principe de l'émission, j'imagine. À un moment donné, en tout cas, comme la nanny, je sais plus comment elle s'appelle, avait déterminé que la mère du petit garçon qui était dans l'émission ne passait pas assez de temps avec son fils, elle avait décidé donc de leur proposer une activité. Il s'agissait d'aller dans une patinoire. Bon, très bien. Et donc vous pouvez imaginer à l'image, le petit garçon posé sur des patins à glace devant la patinoire. Et le petit garçon, évidemment, la première chose qu'il dit, c'est « Maman, j'ai peur ». Et la maman de répondre immédiatement « Mais non, n'aie pas peur ». Et moi, j'étais là sur le canapé en disant « Putain, non, faut pas dire ça, il faut pas dire ça, faut pas montrer ça à la télévision. » Enfin, à la télévision, on dit pas « Mais non, n'aie pas peur ». On devrait dire à cet enfant « T'as raison d'avoir peur, c'est normal, c'est une partie de toi qui est en train de t'alerter. Ta peur, c'est une alerte pour dire « Moi, je me sens en insécurité, je me sens en danger. » Moi, j'aime bien mimer ça avec mes propres enfants. Je dis « C'est ton cerveau qui te dit « Moi, j'ai peur, moi, j'ai peur. » Mais toi, qu'est-ce que tu réponds? Et si tu attends de ne plus avoir peur pour agir, jamais tu y arriveras. Donc en réalité, la peur, elle s'en va en agissant. Donc c'est ça qu'il aurait fallu dire à cet enfant. Mais la première chose qui vient, j'imagine que ça vous arrive, ça nous est tous arrivé, honnêtement, moi-même, ça m'arrive parfois, de dire « mais non, n'aie pas peur ». Alors qu'en réalité, quand on dit ça, on dit « tu devrais réussir à contrôler ta peur ». Et tant que tu as peur, n'agis pas. Ce qui est dommage. C'est pas comme ça qu'on traite la peur, qu'on agit contre la peur en tout cas. Vous me suivez toujours? Vous n'êtes pas en hypnose, là, c'est bon, hein, ça va? Il y a donc cette notion sur les émotions qui est un peu dommage, parce que vraiment, on nous apprend pas que ce sont des messages qui nous permettent, en réalité, de savoir comment on fonctionne, qui nous permettent de savoir qu'est-ce qui se passe pour nous à ce moment-là. Je prends souvent la colère, par exemple. La colère, c'est quand même une belle émotion qui nous permet de savoir qu'on a certaines valeurs, qu'on a une certaine exigence, qu'on nous empêche de faire quelque chose. Et quand on reconnaît que la colère, c'est ça, bah souvent, ça permet déjà d'abaisser sa propre colère, plutôt que de la refuser, de la repousser, ce qui en général crée davantage de colère. Il y a aussi quelque chose qu'on nous a pas trop appris, c'est l'estime de soi. Comment est-ce qu'on la développe? Comment on la maintient? Comment est-ce qu'on peut pas laisser quelqu'un qu'on connaît pas parfois la détruire, ou en tout cas l'éroder? L'estime de soi, c'est quelque chose de très important, et pourtant, personne ne nous apprend grand-chose dessus. J'avais une dame qui m'avait particulièrement marqué il y a quelques années de ça. Elle vient dans mon cabinet et elle me dit, je vous dis directement ce qui m'avait marqué en elle. C'était une belle personne, vraiment quelqu'un de gentil, à l'écoute. Enfin, on voyait que c'était une femme qui se remettait en question beaucoup. Vous savez, ce genre de personne qui est sympa, qui est gentille, qui est toujours là, qui participe pas beaucoup en soirée ou dans les fêtes de famille, parce qu'en fait, elle préfère écouter les autres. Ou peut-être qu'elle n'arrive pas à s'imposer, justement. Et donc, cette personne me disait, j'ai l'impression parfois d'être invisible. J'ai l'impression que je ne vaux rien. Moi, je me souviens, je rentrais chez moi après la séance, et dans ma tête, je me disais, mais comment je peux recadrer ça? Personne qui se dit, je vaux rien. Comment je peux recadrer ça? Comment je peux... À ce moment-là, croyez-moi si vous voulez, mais à ce moment-là, dans la rue, je vois coup sur coup un camion, une voiture, un cycliste qui passe. Ça peut vous paraître juste anodin, mais moi, dans ma tête, je me suis dit à ce moment-là, mais finalement, c'est quoi le mieux? C'est le camion? C'est le cycliste ou c'est la voiture? Puis je me suis dit, mais en fait, rien. Ça dépend quel critère, en fait. Le camion est probablement mieux si je veux transporter des choses, le cycliste si je veux me faufiler, et la voiture pour partir en vacances. Donc sur quel critère elle se juge, cette dame? C'est ça qui m'est venu dans ma tête. Je me suis dit, mais finalement, sur quel critère elle s'évalue, cette dame? Si elle s'évalue sur des critères qui sont ceux sur lesquels elle est mauvaise, sur les critères de est-ce que je sais m'imposer en soirée sur une discussion sur laquelle je ne connais rien? Ben non, elle est pas douée. Par contre, si elle s'évalue sur les critères de est-ce que je sais écouter les gens? Est-ce que j'ai de l'empathie? Est-ce que je sais me remettre en question? Est-ce que je suis quelqu'un, je sais pas, d'organisé, comme elle l'était par exemple?
comme elle l'est toujours, j'imagine. Là, probablement, elle peut s'évaluer sur des critères qui lui seront favorables. Si on demande à Zinedine Zidane de s'évaluer sur sa capacité à jouer à la pétanque, il devient dépressif. Hein. Ça marchera pas. Hein. Donc c'est quand même intéressant parfois de savoir que chacun a ses critères, qu'on est bon dans un truc et moins dans un autre, et que c'est pas parce qu'on n'est pas bon dans les trucs qui sont promus par la société. Et aujourd'hui, ce qui est promu par la société, c'est quand même beaucoup je m'impose, je vais de l'avant à fond, j'écrase un peu les autres. Enfin, il y a pas mal de ça depuis assez longtemps, et puis depuis tout récemment encore plus. Si moi je suis pas bon dans ces critères-là, est-ce que vraiment je vais trouver que je suis nul, que je vaux rien? Ben, j'aurais peut-être une tendance à ça. Mon cerveau inconscient va peut-être me dire t'es nul, tu vaux rien, t'es invisible. Ben, ce sera à moi parfois de dire mais en fait non, j'ai le droit de m'évaluer sur les critères sur lesquels je suis assez bon en réalité. Et tout ça, ça s'apprend. Je vous donne toute petite bribe de quelque chose. Il y a des choses parmi ce que je vous dis ce soir, vous connaissez évidemment. Il y a des choses que vous avez peut-être lues ailleurs ou entendues ailleurs, ce que je dis. Mais j'espère le dire d'une manière qui vous permette vraiment de le comprendre, de l'intégrer, de percevoir à quel point il y a des choses qu'on peut changer facilement, déjà simplement en ayant un peu de connaissance sur soi. Finalement, voilà, tout ça fait qu'on n'est pas forcément très bien avec soi-même. Et finalement, si on n'est pas très bien avec soi-même, on a du mal à être bien aussi avec les autres. Et c'est l'objet d'un troisième partie dans le livre, et ce que je voudrais aussi partager avec vous ce soir, c'est la relation à l'autre. Pareil, on nous a pas trop appris les relations aux autres. On a vu papa et maman se taper dessus parfois, ou en tout cas se disputer. À l'école, c'est parfois aussi un peu violent en termes de relations. Nous avons tous vécu des relations de domination-soumission, les parents, les enfants, les professeurs, les écoliers, parfois les frères et sœurs entre eux, les copains et les copines d'école avec nous. Mais en fait, on nous a pas trop appris à avoir des bonnes relations, et on n'a pas été trop exposé à des bonnes relations. Des relations où quand on a un problème, on en parle et puis on discute, quoi. Alors, ce sera intéressant de parler un petit peu de relations, et pour moi, il y a quelque chose qui est quand même vraiment important, c'est que il y a quand même pas à dire, la relation à trois, c'est quand même bien mieux. Et comme ma femme est là ce soir, justement, je pense que ça lui fera plaisir de le savoir. Une relation, c'est trois entités, c'est deux personnes, mais c'est trois entités. Une relation, c'est moi, c'est l'autre, et c'est ce qui nous relie. C'est aussi la relation en elle-même, la relation qui a une part entière qu'il faut aussi préserver. Et en réalité, chacun doit pouvoir s'occuper de soi et de la relation. Si je m'occupe que de moi, ça va pas aller. Si je m'occupe de l'autre, alors j'empiète en réalité sur son territoire. Chacun doit s'occuper de soi et de la relation. Si l'un des deux est défaillant, je peux lui dire « Attention, ça ne va pas, il y a un truc qui ne me convient pas ». Et c'est là où on va découvrir qu'on ne peut faire dans sa relation jamais que sa part. Je peux expliquer à l'autre, je ne peux pas lui faire comprendre. Je peux tendre la main, je ne peux pas faire en sorte que l'autre me la saisisse à coup sûr, je n'en sais rien. Dans une relation, donc, il faut absolument que nous entretenions la relation. Et pourtant, il y a plein de moments où on ne le fait pas. Dès lors que le couple est un peu installé, on est dans nos train-train quotidiens, les enfants, le travail, les courses, la machine à étendre, le truc à gauche et à droite. Et puis finalement, on entretient peu la relation. Et finalement, la relation, comme un bébé qu'on ne nourrit pas, finit par tomber malade. Et évidemment, au bout d'un moment, la relation s'étiole. Dans une relation aussi, inévitablement, il y a des conflits, bien sûr. Il y a le clan de ceux qui disent si on se dispute pas, c'est qu'on s'aime pas. Bon, moi, j'y crois pas trop. Hein. Je pense que il y a deux manières de peindre un mur. Hein. Soit on balance le pot de peinture sur le mur et puis on espère que ça va peindre un truc. Ça, c'est quand on s'engueule. Soit on s'installe convenablement, on met des petits papiers comme il faut, des petits scotch et puis on peint ça tranquillement. Le vrai problème n'est pas quand dans une relation on ne sait pas gérer les divergences. Le vrai problème, c'est quand on ne sait pas, on n'est pas d'accord sur la manière de les gérer, en réalité. Dans un couple, il y a, même dans une relation quelconque, c'est vrai que j'ai plus tendance à parler du couple là, mais je parle bien évidemment de toutes les relations, la relation au travail, la relation avec les enfants, avec les amis, même je pourrais dire les relations intrapersonnelles, de nous à nous-mêmes.
Le vrai problème, c'est pas de ne pas avoir de divergence. Honnêtement, j'ai plein de divergences avec moi-même parfois. Et des fois, je suis pas d'accord avec moi. Il y a une partie de moi qui pense un truc, une partie de moi qui pense autre chose. Rassurez-moi, j'espère que je suis pas tout seul. Mais le vrai problème vient quand on n'est pas d'accord sur la manière de gérer ces désaccords. S'il y en a un qui pense qu'il faut s'engueuler, se crêper le chignon ou qui est pas capable de gérer ses émotions, évidemment, ça va être plus difficile si l'autre est plutôt dans l'écoute, dans la remise en question et dans l'idée de faire sa part du chemin vers l'autre ou de s'excuser alors que l'autre n'a pas très envie de le faire, par exemple. C'est des choses simples en réalité. Est-ce qu'on vous a beaucoup dit ça? Bah, pas trop, quoi. Pas trop. Est-ce qu'on a vraiment vu beaucoup de discussions où il y en a un qui, au milieu de l'engueulade, dit « Ah merde, j'avais pas vu ce que tu viens de dire, dis donc, c'est un super argument. Bah, je suis désolé, en fait, t'avais raison. Ça fait 10 minutes que je me prends la tête, mais en fait, je m'aperçois que t'avais raison. Pardon, je suis désolé. Vous avez déjà vu ça, vous? Bah, pas tant que ça, non. Non, non. Alors que pourtant, on devrait être capable de faire ça. On devrait pouvoir. Puisque je parle de relations et je parlais un peu de couple, je parle un petit peu d'amour. C'est pareil, les gens veulent tous être amoureux, les jeunes filles qui sont là, monsieur qui est là, le jeune homme. Même les plus âgés, évidemment. Bon, mais évidemment, il y a l'idée de l'amour, tomber amoureux, le couple. Ah, c'est beau. Il y a quelqu'un que j'affectionne particulièrement qui s'appelle Thomas Dansbourg, qui travaille beaucoup sur la communication non violente. Un jour, dans une conférence, je l'entendais dire un truc qui m'a choqué au premier abord, et puis après, je trouvais que c'était intéressant. Il dit moi, j'ai 3 filles, et je leur dis, surtout, ne vous engagez jamais par amour. Ah, putain, j'entends ça, je dis merde, c'est un peu dur. En réalité, il a raison. L'amour finit par changer, par s'étioler, par se transformer en autre chose. L'amour qu'on ressent, c'est quand même le manque de l'autre. Une fois que l'autre est là, des fois, il est même un peu trop là. Et donc, au bout d'un moment, il faut savoir que l'amour change, qu'il est différent de ce qu'il a été au début. Les gens qui disent, moi, je veux de l'amour tout le temps comme au premier jour, tant mieux, c'est pas facile. Il y a des gens, il y a des couples qui y arrivent, indéniablement, il y en a quelques-uns. Mais c'est pas le cas de la majorité. La majorité sont des gens pour lesquels, finalement, l'amour change, s'étiole, est différent. Ça se transforme en une forme de respect, de connivence, d'autres choses encore. Et ça, c'est des choses qu'il faut nous dire. Ne serait-ce que même les phases d'évolution d'un couple, il y a des gens qui ont étudié ça. Les phases d'évolution d'un couple. La première phase, qui est la phase où l'autre est magnifique, formidable. Il y a un sketch de Florence Foresti qui parle très bien de ça, d'ailleurs. L'autre est formidable, magnifique. Dès qu'il y a un problème, on l'attribue à une cause extérieure. Oh, je suis fatigué, c'est à cause du travail. Quelques années passant, dès qu'il y a un problème, c'est ta faute, c'est toi qui me mets en colère, il y en a marre. Et ça change. Faut connaître ça. Si on connaît pas ça, dans son couple, on s'attend à des choses qui n'existent pas ou qui existent tellement rarement que, mon Dieu, il faut vraiment être très très bon pour réussir à avoir une relation aussi belle que celle qu'on voit parfois dans les films ou à la télé. Vous savez, aux 20h, des fois, on voit les petits vieux qui ont 95 ans, qui sont amoureux, qui se tiennent la main comme ça pour aller au marché. Je pense que pour un couple comme ça, il y en a un paquet qui... 60% des gens en âge d'être en couple ne le sont pas déjà. 60% des gens en âge d'être en couple ne le sont pas. Ce qui fait que déjà la normalité d'une personne, c'est de ne pas être en couple. Et 55% des gens terminent en divorce quand ils se sont mariés. Ça fait pas mal déjà. Si on nous apprenait un peu comment ça fonctionne un couple, alors je veux pas casser les illusions, pardonnez-moi. Si on sait déjà comment fonctionne un couple, déjà on peut s'attendre un petit peu à certaines choses, et puis en parler ensuite avec son chéri ou sa chérie, bien sûr. Et puis s'il y a couple, peut-être un jour il y aura enfant. J'en parle un peu dans le livre aussi de ça, l'éducation des enfants. Pas facile. Tout le monde pense se tromper. J'en ai plein dans mon cabinet, des femmes, des hommes plus ou moins âgés qui me disent j'espère que je me trompe pas, j'ai l'impression parfois que je me trompe, je sais pas si je fais bien les choses. J'avais un ami, peut-être pas, enfin une bonne connaissance, pédopsychiatre, un jour qui me disait je pense que l'éducation la meilleure pour un enfant entre 0 et 10 ans, c'est la joyeuse frustration, me disait-il. Et quand je lui ai demandé ce que c'était la joyeuse frustration, je vais peut-être attendre un peu, comme ça vous... ça teasera un petit peu, je pense que je vous ai dans un truc là, intéressant. La joyeuse frustration, disait-il, c'est quand un enfant a envie de quelque chose, le chocolat de Pâques supplémentaire, faire en sorte qu'on achète le jouet qu'il a vu quelque part,
Et mon ami me disait, alors quand un enfant fait ça, qu'il dit je veux du chocolat, je veux que tu m'achètes un jouet, on lui dit je t'aime très fort, je sais que tu as envie, c'est formidable, bravo, c'est normal que tu aies envie, c'est normal que tu sois frustré, c'est normal que tu sois en colère, je t'aime très fort, mais c'est non. Et tu peux pleurer comme tu veux, ce sera non quand même. Eh bien viens, on va faire autre chose. Et quand il fait ça, il fait 3 choses en réalité, il fait 3 choses intéressantes qu'il faut connaître, parce que même avec nous, ça marche ça. Reconnaître l'intention positive, c'est normal que l'enfant soit comme ça. Dire non, à un moment donné, il faut quand même poser des règles. Et orienter l'attention ailleurs. Notez que c'est quelque chose que je travaille beaucoup ça en cabinet. Quand je suis anxieux, que j'arrive pas à dormir, j'ai un problème dans ma tête, il est 2 heures du mat, ben la meilleure chose à faire, c'est déjà que moi, partie mentale, je reconnaisse que mon cerveau fait n'importe quoi, mais je le reconnais avec gentillesse. Tiens, mon cerveau me fait penser à un problème que jamais je résoudrais à 2 heures du mat. Merci d'essayer de faire ce que tu veux faire. Tu peux continuer comme tu veux, je t'écouterai pas. Ça, c'est le non. Et après, j'oriente mon attention ailleurs. Ça demande un peu d'entraînement, mais ça fonctionne bien. Ça demande un peu d'entraînement. Qui est capable, à 2 heures du mat, quand il y a un problème en cours, de pouvoir se rendormir facilement, en étant à peu près posé? Qui est capable, quand il y a une interro le lendemain, un partiel, un bilan médical à faire, un problème à régler, d'aller se reposer en se disant ça ira, tout va bien? C'est pas si facile. Et ça s'apprend très bien, très très bien. Il y a des pays qui font ça, qui apprennent ça. Alors, je parlais d'enfants à l'instant, la tradition est toute trouvée pour aborder la dernière partie du livre, et là aussi, quelques informations à vous donner ce soir. La tradition est toute trouvée entre les enfants et le calme et la sérénité, bien sûr, puisque c'est la dernière partie du livre qui parle de ça. On est tous un peu anxieux ou anxieuses, plus ou moins, puis le monde actuel nous encourage beaucoup à l'être. Et donc, en réalité, on a beaucoup de mal, pour beaucoup d'entre nous, pas tous, bien sûr, heureusement, à trouver un peu de calme, un peu de sérénité, à savoir comment se connecter au moment présent, comme on en entend beaucoup parler un peu partout. Il faut se connecter au moment présent, il faut... Difficile de se connecter au moment présent, et c'est difficile de pas être anxieux, déjà parce que l'anxiété, elle part d'une volonté de contrôle de l'avenir, tout simplement. Je veux savoir quelle note je vais avoir à cet interro. Je veux savoir si je vais être malade ou pas. Je veux savoir si ma douleur est un cancer ou pas. Je veux savoir si mon bilan médical, si mes retrouvailles avec un tel vont bien se passer ou pas. Et donc cette volonté de contrôle de l'avenir, en réalité, elle va créer tout un tas d'imbroglios mentaux qui sont pas les plus intéressants ni les plus pertinents. Je vous rappelle quand même qu'une pensée qui ne mène pas une action ne sert à rien. Une pensée qui ne mène pas une action ne sert à rien du tout. Donc du coup, les gens qui pensent beaucoup, qui réfléchissent beaucoup, se disent il faudrait que j'arrête de penser. Ce qui n'est pas possible en réalité. Arrêter de penser, c'est quand vous dormez ou quand vous êtes mort. Après, c'est difficile. Donc ces gens se mettent à la méditation. Souvent, ils essayent, ou à la respiration. Voilà, je vais respirer, je vais méditer. Alors c'est marrant. J'en ai en cabinet qui me disent, ils sont comme ça, sur leur fauteuil, ils disent alors moi j'essaie de méditer à la maison. Alors quand ils essaient de méditer, ces gens-là, souvent, et peut-être que vous allez vous reconnaître, si vous avez déjà essayé de méditer, ils se mettent dans un fauteuil, comme ça, ils regardent leur téléphone. Alors voilà, donc je mets mon téléphone, je vais mettre 5 minutes ou 10 minutes de méditation, et puis je vais fermer les yeux, et puis je vais me connecter à la respiration. Voilà, je me connecte à la respiration, je pense à rien. Voilà, je pense à rien. Ah merde, je pense à un truc là. Non, je pense à rien du tout là, voilà. Ah, on est bien. Merde, je pense encore à un truc. Ah, ça fait 10 secondes que j'ai pensé à rien, tiens. Ah merde, je pense encore à un truc. Merde, fait chier, putain, ça va pas ça. Allez, je me concentre. Combien il reste de temps déjà? 5 minutes, bon, alors ça va. Ah. Tiens, je me ferais bien le reste de poulet ce soir. Ah merde, j'ai pensé encore à un truc. Il y a une machine à étendre d'ailleurs. En fait, ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas parce qu'ils sont en permanence en train d'écouter leurs pensées. Et surtout, dès qu'une pensée arrive, ils s'en veulent. Ils s'en veulent de l'avoir eue. Alors que tout le principe de la méditation, c'est d'être présent à ce qui est, là, maintenant, même mes pensées. Mais non pas de ne pas penser. Si je vous disais, soyez présent au moment présent tout de suite, qu'est-ce que vous faites? Si je vous disais, maintenant, là, tout de suite, qu'est-ce que vous faites?
Là, vous avez le droit à la parole. Qu'est-ce que vous faites? Si je vous dis, connectez-vous au moment présent tout de suite. Faites quoi? Vous savez, il y en a qui savent. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous dites, faut que je me connecte au moment présent? Vous êtes dans les pensées alors, pas au moment présent. Je dirais avec une image, c'est ouvrir les stores. Ouais, ouvrir les volets. Ouais. Se connecter au moment présent, c'est être connecté sur ses sens. Voilà. Je redresse la tête, je regarde autour de moi, je prends une bonne inspiration, je me connecte aux sensations des fesses sur ma chaise. Si je bois une bière, je me dis ah quelle bonne bière. Enfin en tout cas, je me concentre sur le goût de la bière. La pensée viendra après. Enfin, je suis au moment présent, je suis là. Or, il y a des gens qui passent leur temps déconnectés, on dit qu'ils sont dissociés souvent, ils sont en métaposition, c'est-à-dire ils sont là en train de commenter le monde. Ils boivent un verre avec des amis, mais ils sont pas avec leurs amis à ce moment-là. Ils sont dans leur tête à penser à tiens, qu'est-ce qu'il pense de moi, qu'est-ce qu'il dit, etc. Et beaucoup de gens qui sont comme ça vivent très bien comme ça. C'est juste que souvent, ce sont des gens qui vont dire un peu ce que je disais tout à l'heure, quoi. J'ai réussi plein de choses dans ma vie, mais sauf être heureux. Parce qu'en fait, on n'est pas au moment présent, pas assez en tout cas. Je suis pas connecté au monde. Il y a une dernière chose que je voulais dire aussi par rapport à ça, et par rapport à l'anxiété, par rapport à problème de stress, ce genre de choses. Souvent, quand on est un peu anxieux, on a une confusion importante entre ce qui est négatif et ce qui est souffrant. Les personnes anxieuses vont essayer d'éviter la souffrance au maximum. Elles vont se dire, j'espère que je vais pas souffrir demain, quoi. Et je vais tout faire pour ne pas souffrir demain. Ce faisant, elles vont rapatrier aujourd'hui la souffrance que probablement elles n'auraient pas eu demain d'ailleurs. C'est Montaigne, je crois, qui disait, j'ai eu beaucoup de problèmes dans ma vie, dont la plupart ne se sont jamais produits. C'est exactement le problème des gens qui sont plutôt anxieux. Pour ça, je voudrais vous raconter un petit conte que j'aime bien raconter, parfois en séance, que pour tout vous dire, d'ailleurs, j'ai raconté cet après-midi à nouveau. Je connais pas exactement comment s'intitule ce conte, il est assez connu. Moi, je l'intitule le conte du vieillard et du cheval. Et pour ceux qui le connaissent, eh bien, vous pourrez en cueillir ce qu'il y a à en cueillir. Pour les autres, laissez-vous guider. Il était une fois, c'est un conte après tout, hein. Il était une fois un vieillard qui vivait près d'un village. Et il possédait pour tout bien, ou en tout cas presque tout bien, un cheval magnifique que tout le monde lui enviait. Ce cheval lui permettait de labourer les champs, il avait son fils qui l'aidait également, il amenait ses victuailles au marché voisin. Un jour, les villageois viennent voir le vieillard et lui disent « Quelle chance tu as d'avoir ce cheval, c'est incroyable, quelle bénédiction tu as, ce cheval est magnifique. » Et le vieillard répondit « Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose d'avoir ce cheval, je sais que je l'ai et c'est tout. » Dans la suite de ce que je vais raconter, imaginez bien la chose suivante. Les villageois représentent la partie de nous rapide à juger, la partie de nous inconsciente. Le vieillard, comme tout vieillard, représente un peu la sagesse. Quelque temps après, le cheval disparaît. Un jour, le vieillard va voir dans son enclos, pouf, le cheval a disparu, il a peut-être sauté de son enclos. Les villageois viennent voir le vieillard. Oh, quelle tristesse t'accable, quelle malédiction, c'est terrible ce qui se passe pour toi. Comment vas-tu faire? Tu dois être terriblement triste, terriblement inquiet. Le vieillard répond, je ne sais pas. Oui, évidemment, mais en réalité, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose que mon cheval ait disparu. L'avenir le dira, je ne sais pas. Les villageois rentrent chez eux en se disant que le vieillard est bien un imbécile. Parce qu'il est évident que son cheval ayant disparu, il ne peut plus cultiver son champ. Et donc, ça va être compliqué. Quelque temps après, le cheval revient avec 10 autres chevaux de sa race. Peut-être avait-il franchi la clôture, suivi une jument, et il revient avec des chevaux sauvages. Le vieillard se retrouve donc l'heureux possesseur de 11 de ces magnifiques chevaux que tout le monde lui envie. Les villageois, toujours prompts à commenter les choses, viennent voir et disent « Ah, quelle chance tu as, c'est extraordinaire, quelle bénédiction. Ces chevaux sont maintenant en ta possession, tu dois être extrêmement heureux, c'est formidable. » Et le vieillard répondit « Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Je n'en sais rien. L'avenir le dira. Vous êtes en train de juger tout le livre de la vie sur une seule page. On ne peut pas juger tout le livre de la vie sur une seule page. Il y a une page après la suivante.
Les villageois rentrèrent chez eux, évidemment, en se disant que le vieillard était bien un idiot. Quelque temps après, le fils du vieillard, en débourrant l'un des chevaux, se brise les 2 genoux. Il est alité, il peut plus aider son vieux père. Évidemment, les villageois viennent voir le vieillard et lui disent « Ah, nous avons eu tort. Nous pensions que c'était une bénédiction que tu aies ces chevaux. Finalement, c'est faux. C'était une malédiction, bien sûr. Tu dois être triste, en colère. Ça doit être difficile pour toi, inquiet. » Le vieillard, vous vous en doutez bien, répondit « Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose que mon fils soit alité et qu'il ait les genoux brisés. Je n'en sais rien. Vous êtes en train à nouveau de juger un petit fragment, enfin toute une vie sur un petit fragment. Je ne sais pas. Quelque temps après, la guerre est déclarée par rapport au royaume voisin. Tous les jeunes gens sont conscrits, sauf, évidemment, le fils du vieillard, puisqu'il a les 2 genoux brisés. Les villageois viennent voir le vieillard et lui disent, on en a pour 4 heures, pardon, mais... Et les villageois viennent voir le vieillard et leur disent, mais tu as de la chance, tous nos fils vont partir à la guerre, sauf ton fils, puisqu'il a les 2 genoux brisés. C'est une bénédiction. Tu dois être très heureux. Et le vieillard répondit, je ne sais pas. Et puis, foutez-moi la paix. Parce qu'en fait, il y en a marre de vos conneries au bout d'un moment. Vous dites beaucoup de bêtises. Non, il n'a pas dit ça c'est moi qui le rajoute. La morale de cette histoire, c'est qu'il faut faire attention lorsque l'on a tôt fait, souvent, de confondre la souffrance, le moment difficile, avec le fait que c'est négatif. Ce n'est pas parce qu'on vit un moment difficile que c'est nécessairement négatif. Et c'est une chose très importante à voir dans la vie, à connaître ça. Je me souviens d'un jour un monsieur à qui il venait pour arrêter de fumer, tout simplement, et je lui dis, quelle est, selon vous, la meilleure ressource que vous avez dans votre vie? Quel est l'événement? Il me dit, mon père est mort à 14 ans. Et moi, je le regarde un peu. Il me dit, oui, effectivement, à 14 ans, ça a été un moment difficile, mais je pense que je serais pas l'homme que je suis. Il avait une 30aine d'années. Si mon père était pas mort quand j'avais 14 ans. Donc ça a été 2 ans, 3 ans très difficiles, mais finalement, aujourd'hui, je pense que c'est une bonne chose. Ben, je pense que ce mec a tout compris. C'est pas mal. Une bonne résilience. Et ça aussi, la résilience, on ne l'apprend pas. Ben, en tout cas, si vous voulez apprendre un certain nombre de choses comme ça, il y a ce livre-là, Développement personnel pragmatique, très pragmatique, n'est-ce pas? 430 pages, avec plein de trucs drôles, au passage. Et facile à lire. Si vous voulez l'acheter, il est là, il n'y a pas de problème, il sera dédicacé. Merci pour votre attention.